juillet au cours d'une cérémonie de remise et reprise organisée dans l'enceinte même de cette institution. La Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté plaide pour l'aboutissement de la loi sur la parité d'ici fin 2014. C'est ce qui justifie la tenue. Madame, monsieur, bonsoir à toutes mes excuses pour ces lapsus. Aujourd'hui, c'est bien mercredi 30 juillet. Le ministre congolais de l'Intérieur, Richard Muyej, en séjour à Luanda, a eu une séance de travail avec son homologue angolais, Angelo de Barroche. Au centre de leur entretien, les questions d'intérêt commun, comme le mouvement des populations le long des frontières communes. Les ministres angolais, se confiant à la presse, a souligné qu'avec son homologue congolais, ils ont également abordé la problématique des renforcements des relations bilatérales. Une équipe d'experts angolais devrait venir à Kinshasa dans le prochain jour avant la tenue d'une réunion ministérielle, de même une tripartite Angola, RDC, Congo-Brazza est prévu dans les jours à venir. Sachez que les ministres congolais de l'Intérieur étaient notamment accompagnés du gouverneur du Bandundu, Jean Kamisindou, à cette tripartite RDC, Angola et HCR. Sous l'égide des Nations Unies, à Cotonou, capitale économique du Bénin, il se tient depuis le 28, donc avant-hier, la conférence des pays les moins avancés, PMA. Le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, y a pris part, comme vous allez le constater, dans ce reportage de Patricia Amouli. La conférence ministérielle sur le nouveau partenariat pour le renforcement des capacités productives dans les pays le moins avancés, PMA, a été ouverte officiellement par le président béninois Boni Yayi. Ce dernier a présidé les travaux de la séance inaugurale des échanges entre les participants venus de 5 continents sous l'organisation des Nations Unies. Ensuite est venue l'allocution de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, qui a déclaré que l'avenir que nous voulons pour la paix et la prospérité de nos populations respectives, c'est maintenant qu'ensemble nous devons agir. Participant activement aux travaux, le ministre congolais des Affaires étrangères Raymond Tshibanda a présidé la session 5 de la séance du 29 juillet sous le thème infrastructures physiques. Il a déclaré que le développement des infrastructures a un impact significatif dans les vécus quotidiens de la population. L'importance des infrastructures pour le développement des capacités productives peut être saisie d'un double point de vue. La conférence ministérielle de PMA a permis aux autorités de réfléchir collectivement pour un engagement soutenu en vue de trouver une solution durable aux défis et problèmes complexes et mutuels auxquels font face les pays les moins avancés. Faut-il réviser la constitution de la République démocratique du Congo par un référendum? Le débat a été lancé mardi par le secrétaire général du PPRD, le parti présidentiel, Évariste Bochab. Dites-vous bien qu'il y a eu, après cette annonce, des réactions dans tous les sens. Nous vous proposons ce soir ce qu'en pense Monsieur Tout-le-Monde dans ces micro-baladeurs réalisés par Lilan Dani et David Tembeni. Que toute loi a toujours des dispositions qui prévoient sa propre révision. Bon, les articles verrouillés, je n'entre pas dans le débat qui est trop partisan, parce que ces mêmes articles verrouillés, naturellement, ils sont verrouillés dans le temps. Parce qu'il n'y a pas de loi immuable, naturellement. À moins que le droit évolue autrement. Je sais que le droit comme science sociale, et les faits sociaux sont dynamiques. Et il y a même un principe qui dit si les circonstances qui ont conduit à ce verrouillage ne sont plus les mêmes, en quoi on peut encore parler du verrouillage? La Constitution prévoit elle-même les mécanismes de sa révision.
Mais maintenant, la question fondamentale qui se pose dans la population, est-ce que c'est opportun au moment actuel de pouvoir réviser la Constitution en faveur de qui et contre qui? Mais moi, personnellement, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est opportun à ce moment ici? Je l'ai dit ouvertement, je ne suis pas un politicien, mais en tant que citoyen congolais, je suis contre la révision constitutionnelle. Parce que c'est un document qui a été adopté par l'ensemble du peuple congolais. Si vous voulez faire la révision, il faut recourir auprès de la population pour leur dire, écoutez, il faut réviser ou pas. Voilà au moins ma position que je donne là-dessus. Donc, s'il faut recourir au référendum, que ce soit le vrai référendum, qu'il n'y ait pas de tricherie. Parce que le peuple est souverain, laissez au peuple l'autonomie de réagir, de dire, écoutez, s'il faut, comment dirais-je, réviser la Constitution ou pas. Mais en ce qui me concerne personnellement, je suis contre la révision constitutionnelle. Le débat est lancé, mais sachez que cette situation ne concerne pas que la République démocratique du Congo. Bien d'autres pays africains vivent à peu près ces mêmes dilemmes. Plus de détails dans ce récit de Eric Izan. La constitution béninoise promulguée le 11 décembre 1990 fixe le mandat du président de la République à 5 ans, renouvelable une fois. Le mandat du président Boni Yayi, élu une première fois en 2006 puis réélu en 2011, arrive à terme en 2016. À la question de Christophe Babouvier de la Radio France Internationale le 23 juin dernier, qui lui demandait s'il comptait modifier la Constitution, Boni Yayi a répondu, je cite, « Je sais lire la Constitution, je suis allé à l'école et si l'on veut m'aider, c'est que je puisse absolument achever mes responsabilités dans les délais impartis. » Réponse claire, mais elle coïncide avec le lancement par le ministre béninois de l'énergie d'un tournoi de football nommé Yayi Boni 2016. Au Burkina Faso voisin, le président Blaise Compaoré est arrivé au pouvoir en 1987 par un putsch. Il a ensuite effectué des septennats en 1991 et 1998 à la tête du pays avant de se faire élire de nouveau en 2005 à la suite d'un amendement modifiant la durée du mandat présidentiel ramené cette fois-ci à 5 ans. Réélu en 2010, il ne peut briguer un troisième mandat au terme de la Constitution. Son parti, le Conseil national du Congrès pour la démocratie et le progrès, a proposé d'organiser en avril 2014 un référendum relatif à la modification de l'article 37 de la loi mère qui limite à 2 quinquennats le nombre de mandats présidentiels. L'opposition crie au coup d'État constitutionnel et demande au chef de l'État Compaoré de ne pas participer à la prochaine élection. Au Burkina Faso, lorsque l'opposition exprime son désaccord quant à ce, le parti présidentiel en organise des contre-manifestations en guise de démonstration de force. Même scène au Burundi, où le mandat du président en exercice, le pasteur Pierre Nkurunziza, sur le fauteuil présidentiel depuis 10 ans, prend fin en 2015. Selon les dernières analyses, le président Nkurunziza pourrait finalement briguer un nouveau mandat présidentiel en 2015, car comme un expert indépendant l'a signalé en 2005, il avait été élu par l'Assemblée nationale et Sénat réunis en congrès et pas au suffrage universel direct, comme l'exige la Constitution. Donc techniquement, c'est en 2010 que le président Nkurunziza a entamé son premier mandat résultant d'une élection au suffrage universel direct. C'est dire que rien ne l'empêche de solliciter un nouveau mandat à l'expiration de celle-ci, censée prendre fin en août 2015. Au Togo, également en 2002, un amendement a abrogé l'article de la Constitution togolaise de 1992 limitant le nombre de mandats présidentiels pour autoriser la sollicitation d'un troisième mandat par le chef de l'État de l'époque, Gnassingbé Eyadema. L'actuel président, Faure Eyadema, fils du premier et dont le second mandat arrive à terme en début 2015, pourrait théoriquement se porter candidat pour un autre mandat. Révision de la Constitution, la question est aussi d'actualité au Rwanda. Selon la loi fondamentale en vigueur depuis 2003, le président du Rwanda est élu pour un mandat de 7 ans, renouvelable une fois. Le président Paul Kagame, élu pour la première fois en 2003, réélu en 2010, a atteint la limite constitutionnelle et ne peut se présenter à sa propre succession pour un troisième mandat en 2017, à moins de modifier la loi fondamentale. Même question évoquée au Congo-Brazzaville. 3 articles de la Constitution en vigueur depuis 2002 empêchent le président Denis Sassou Nguesso, réélu en 2009, de se porter candidat à sa propre succession à la présidentielle de 2016. L'article 57 limite les septennats renouvelables une fois. Et l'article 58 fixe à 70 ans la limitation d'âge pour les candidats
à l'élection présidentielle. Le président Denis Sassou Nguesso aura 73 ans en 2016. Enfin, l'article 185 interdit de modifier les dispositions concernant la limitation d'âge et du nombre de mandats. Interrogé par la RFI, le ministre de la Communication congolais Bienvenu Okemi a déclaré que le débat sur la Constitution ne devrait pas être un tabou. Vous en savez autant que nous sur la question à travers l'Afrique. La situation sécuritaire dans la partie ouest de la République démocratique du Congo est restée calme la semaine passée et elle est un peu mouvementée par contre dans la partie est avec les offensives des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est là l'essentiel du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO. C'est un reportage de Don Momat et Youssef Belebele. Selon la mission d'observation des Nations Unies au Congo, la semaine passée a été marquée par l'offensive des FARDC contre le milicien de la force d'autodéfense populaire Bantou au Katanga et le groupe rebelle au Nord Kivu dans les territoires de Beni, Walikale et Lubero. Environ 20 villages ont été reconquis par les militaires congolais durant la semaine écoulée, obligeant Tcheka et son état-major à se retirer du groupement du Tunda en direction des localités situées vers le nord. Le 24 juillet, les troupes gouvernementales ont délogé les éléments Maïma Tcheka NDC de leur position située à Bukucha, ceci est à 47 km au nord de Pinga, appréhender plusieurs miliciens et récupérer des équipements militaires, des radios et des munitions. Le porte-parole militaire de la MONUSCO a notamment indiqué que les casques bleus de cet organisme ont assuré la sécurité de la caravane de la paix organisée sur l'axe Rutshuru Centre, Bunagama, Djomba. Au moins 200 personnes, députés nationaux et provinciaux, représentants du gouvernement provincial du Nord Kivu compris, y ont pris part. Une première organisation de ce genre dans les territoires de Rutshuru, a souligné Félix Prosperbas après la défaite du M23. Je soutiens la CPI, c'est le thème de la campagne lancée par l'unité de sensibilisation de la CPI basée en RDC qui a été lancée ce mercredi. Cette campagne s'achèvera à la fin de l'année 2014 et au cours de la conférence débat organisée ce mercredi au centre des conférences du CEPAS, la CPI, RDC avait donc invité les femmes avocates, magistrates, journalistes et militaires. C'est un reportage de Lisette Manou, Patricia Amouli et Youssef Belebele. Dans le cadre de la Journée internationale de la femme africaine célébrée le 31 juillet de chaque année, l'ONG Chari Congo et l'unité de sensibilisation de la Cour pénale internationale ont organisé une conférence avec pour thème « Droits de la femme et la Cour pénale internationale ». Occasion pour Paul Madidi de la CPI de lancer une autre campagne dénommée « Je soutiens la Cour pénale internationale ». Cette campagne qui va jusqu'à la fin de l'année et qui, entre autres, à partir du mois de septembre, va toucher aussi le milieu scolaire. Si la justice élève une nation, alors il faut déjà bâtir cette nation sur une fondation solide, imprimer déjà chez les jeunes, dès l'âge scolaire, les principes de justice. De son côté, Patrick Tiboui, assistant chargé de la sensibilisation à la Cour pénale internationale en RDC, donne l'importance de la journée. Une justification qui est double. Premièrement, la célébration de la journée internationale de la femme africaine, mais également la continuité de la célébration de la journée de la justice pénale internationale. Ce sont ces deux célébrations qui justifient qu'aujourd'hui nous puissions rencontrer les femmes des ONG, les femmes qui exercent en tant qu'avocats, les femmes qui exercent en tant que magistrats, les femmes également qui exercent en tant que journalistes, afin justement de leur montrer comment fonctionne le système de la CPI en rapport avec les droits de la femme. Pour Dr Hilaire de Chari Congo et Astrid Tamboué du RAC, il convient de souligner qu'en dépit des instruments mis en place pour l'émancipation de la femme congolaise, la situation de cette dernière est loin de s'améliorer. Le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, a tenu ce mercredi la réunion hebdomadaire des services mobilisateurs des recettes. Au terme de cette réunion, il ressort que les assignations de ce mois de juillet s'échiffrent à 450 milliards de francs congolais et le déficit du trésor est en train d'être résorbé. C'est un reportage de Jean-Louis Miasekama.
Les régies financières, DGI, DGDA et DGRAD sont sur le pied de guerre. L'échéance fiscale du 31 juillet 2014 est en ligne de mire. Nous sommes à l'avant-veille de la fin du mois, qui est un mois d'échéance fiscale en ce qui concerne la Direction générale des impôts. En ce qui concerne les réalisations pour le mois de juillet ici, nous pensons bien que nous allons tenir au moins les 450 milliards que nous avions annoncés. C'est ici pour moi le lieu d'exhorter l'ensemble des entreprises de payer les acomptes provisionnels sur l'IBP conformément aux notifications qui ont été faites et d'éviter d'utiliser des manœuvres dilatoires pour faire perdre de l'argent au Trésor. Cette fois-ci, il y a une ferme détermination de ne pas laisser les fonds du Trésor se déambuler en dehors des caisses de l'État. Le déficit du Trésor public se réduit comme peau de chagrin, mais l'argentier national reste prudent. Le vice-ministre des Finances, Roger Chulungu, qui a présidé la veille la réunion de la Troïka, est également revenu sur la réduction du déficit. Nous avons noté un déficit de 7 milliards de francs congolais sur les soldes primaires et les soldes globales qui présentent les mêmes montants. Mais toutefois, comme c'est un mois d'échéance, il nous reste encore 3 ou 4 jours et nous allons éponger ces déficits, surtout que le mois de juillet présente sa particularité du paiement des premiers acomptes provisionnels en ce qui concerne la Direction générale des impôts. Le ministre délégué aux Finances a affirmé que le projet du budget en recettes pour l'année 2015 est fin prêt. Nous allons nous rendre au Katanga, en province, à Kolwezi, précisément, où des finalistes malheureux de l'examen d'État 2014 s'en sont pris à leurs écoles en les incendiant. Plus de détails avec notre correspondant à Lubumbashi, Marcel Kazanga, est joint au téléphone par Domomat. Un événement inattendu s'est produit dans la nuit du mardi au mercredi dans la ville urbano-rurale de Kolwezi, où des inciviques non encore identifiés ont brûlé l'Athénée royale de Kolwezi située sur l'avenue Lusanga de la commune de Dilala. Des sources sûres nous apprennent qu'il s'agirait des candidats malheureux des excités 2013-2014. Ce complexe comportait 4 écoles secondaires, plusieurs écoles primaires et des bureaux administratifs du ministère de l'IPSP Katanga 4, à savoir celui du CECOPé, CERNI, de l'inspection principale provinciale, du sous-province Kolwezi 1, du centre culturel don de la francophonie et de la bibliothèque centrale de Kolwezi en construction. Il a fallu attendre plusieurs minutes pour voir arriver la brigade anti-incendie appartenant à des sociétés privées, vu que la mairie de Kolwezi n'a aucun camion anti-incendie, mais aussi de la police nationale pour disperser la foule. Le bilan de 3 écoles complètement incendiées, des murs de la bibliothèque centrale de Kolwezi détruits, et ce matin nous venons d'apprendre qu'une autre école dénommée Gîte La Performance, située au quartier industriel de la commune de Manika, a été également brûlée. Depuis Lubumbashi, Marcel Kazanga, Antenne A Télévision. 4 mois après son inauguration par le président de la République, la Direction générale de l'Institut national pilote d'enseignement de sciences de santé INPES, ex-IM, a ouvert ses portes aux inscriptions pour l'année 2014-2015 en ce jour. L'annonce a été faite lors de la conférence de presse tenue par la ministre du Genre et la famille Geneviève Kassongo. C'est un reportage de Patricia Bassois et Safi Maléou. Pour la première année, l'Institut accueillera 150 élèves et tous devront être internés pour une bonne formation. La condition d'admission à l'Institut national pilote de l'enseignement de sciences de santé est d'avoir fini sa 3e année des humanités. J'ai le réel plaisir aujourd'hui, au nom du gouvernement, au nom du ministre de la Santé, d'annoncer à l'opinion et aux parents le lancement des activités ici à l'INPES pour l'année scolaire 2014-2015. L'INPES organise 5 filières, les sciences infirmières, accoucheuses, assistants en pharmacie, techniciens de laboratoire médical ainsi que techniciens d'assainissement. Le gouvernement de la République, à travers le ministère de la Santé, exhorte les parents à envoyer leurs enfants pour une formation de qualité au sein de cet institut pilote. Les enseignements vont démarrer au mois de septembre prochain. L'INPES a entre autres comme mission
d'assurer la formation des qualités aux professionnels de santé, d'élaborer et de produire des manuels sous la direction du service de l'enseignement des sciences de santé du ministère de la Santé, mais également d'assurer une formation continue des professionnels de santé et autres encadreurs des stages, des items et des IM de l'ensemble du pays, tant du secteur public que du secteur privé. Les inscriptions et le recrutement se feront du 3 au 15 août 2014, de 8h à 16h, au siège de l'Institut situé au coin des avenues Boulevard Triomphal et Victoire dans la commune de Kasavubu. Le concours d'admission sont prévus du 18 au 22 août 2014. Il est également demandé aux enseignants de déposer leur dossier pour le recrutement. Nous allons nous rendre à Butembo, au nord Kivu, où les tenanciers de pharmacie, la ville de Butembo, étaient en grève lundi. Motif, ils exigent plutôt la révision à la baisse de la taxe rémunératoire annuelle de $80. L'inspecteur urbain de pharmacie, Guy Makelele, qui affirme avoir été informé de cette action, s'est dit néanmoins choqué par ces mouvements de grève qui ne prennent pas en compte les sociales de la population. Merveille Kakoulé est notre correspondant à Butembo. Les tenanciers des pharmacies en ville de Butembo sont en grève depuis le matin de ce lundi. Guy Makelele, inspecteur urbain des pharmacies, qui confirme cette nouvelle, déclare avoir reçu une lettre de la part de ces derniers. Oui, je vous confirme que les portes sont fermées au moment où nous sommes ici. Donc il y a grève, c'est vrai. Et pourquoi il y a grève? En fait, il y a 3 jours environ, on a reçu une correspondance des tenanciers de pharmacie donnant un ultimatum selon lequel si dans les 72 heures il n'y a pas une solution par rapport à la TREA, qui est la taxe rémunératoire annuelle, s'il n'y a rien qui est fait pour le rabais de cette taxe, ils allaient fermer. Et c'est ce qu'on a constaté le matin comme tout le monde. Et vraiment, la ville est paralysée par rapport au secteur sanitaire. La cause, c'est donc la TREA, taxe rémunératoire annuelle, que les tenanciers des pharmacies payent au fisc, $80 qu'il faut rabattre. Cependant, Guy Makelele s'est dit choqué par cette grève, dès qu'elle découle des motifs légitimes. J'ai toujours dit que la santé, c'est un domaine social. Quand on a accepté d'entrer dans le secteur pharmaceutique, on doit se conformer aux exigences du secteur pharmaceutique. Ça, c'est un. De deux, il est vrai que quand on est lésé, encore qu'il faut prouver qu'on est lésé dans ses droits, on a le droit de réclamer. Les tenanciers, ils ont le droit de réclamer. Franchement, cela est légitime. Mais les réclamer, il y a une procédure de réclamation. Moi, ce qui me choque dans tout cela, c'est qu'on est dans un secteur social, sanitaire. Il y a des urgences. On tombe malade pas parce qu'on veut tomber malade, et on tombe malade n'importe quand. Maintenant, je me mets à la place des patients. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va prendre ces gens-là en charge? Ça, c'est vraiment un problème. Pour dire que nous devons arriver à organiser un service minimum de garde en attendant de trouver une solution. Comme ça, bloquer tout, franchement, ça ne passe pas. Merveille Kakoulé Sali beaucoup, Butembo, Anden A. Nous allons à présent lire la presse écrite parue ce mercredi à Kinshasa dans une sélection et commentaires des Domomat. Bonsoir. L'actualité en RDC reste dominée par la révision de la Constitution. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, vient en effet de relancer les débats sur la révision de la Constitution. Le secrétaire général du parti présidentiel, Évariste Bochab, a exprimé mardi 29 juillet son soutien à l'idée de la révision de la Constitution pour, selon lui, écrire l'objectif, faire de la RDC un État émergent. La Constitution de la RDC elle-même a prévu la manière dont elle peut être modifiée. Dixit Évariste Bochab. S'incruster dans cet interstice, c'est aussi respecter la loi fondamentale. Le secrétaire général du PPRD s'est appuyé pour ce faire sur le modèle de certains pays, des vieilles démocraties, à l'instar de la Belgique, des États-Unis d'Amérique, qui ont procédé à de nombreuses réformes pour l'intérêt supérieur de la nation. Toujours à propos de la révision constitutionnelle, Pius Mwabilu rappelle dans le colonne d'Africa News que même pour des dispositions que le peuple a verrouillées à l'article 220, il est permis de saisir le même peuple par référendum pour qu'il se prononce sur le maintien ou non du verrou. Si le peuple décide de déverrouiller ces dispositions, nous nous inclinerons nous tous, démocratie oblige. Cependant, c'est un faux procès à martelé Pius Mwabilu de prétendre que la famille politique de Joseph Kabila veut modifier la Constitution, plus spécialement l'article 220, pour permettre à ce dernier de briguer un troisième mandat présidentiel. Car ni Joseph Kabila lui-même, ni le secrétaire
général de la majorité présidentielle, ni même le porte-parole du gouvernement n'a dit que Joseph Kabila est candidat aux élections présidentielles non encore convoquées de 2016. Plus question donc de se voiler la face, écrit La Prospérité. Les credos, l'homme qui fait détient également le pouvoir de défaire et sans équivoque. Les PPRD en fait sien et se battra bec et ongle pour sa défense. De son côté, Trifon Kinke Mulumba a lancé la structure dénommée Kabila Désir. Dans les jours à venir, la structure va déposer ses statuts, désigner ses points focaux à travers le pays, s'employer au travail politique en allant à la rencontre de Congolais qui partagent le rêve de transformation et de modernisation du Congo. La majorité, insiste Trifon Kinke Mulumba, a encore besoin de Kabila en son sein. Face à cette mobilisation tous azimuts de la MP, l'opposant Frank Diongo appelle le peuple à une autre populaire et démocratique en vue de barrer la route à ce qu'il considère comme machination de la majorité qui voudrait ramener le pays au rang des nations sans avenir politique car sans trajectoire démocratique. Fin de cette revue de presse. Bonsoir chez vous. Nous allons à présent vous proposer en page magazine ce qu'a été le séminaire de mise à niveau des cadres de la SONAS qui ont été outillés pour affronter désormais un marché concurrentiel des assurances en République démocratique du Congo. La page vous est proposée par Willy Kacha. L'ouverture très prochaine du marché des assurances a donné l'occasion au comité de gestion de la SONAS d'organiser un séminaire de remise à niveau au profit des cadres de direction et des agences de cette entreprise du portefeuille de l'État. Aujourd'hui, 29 juillet, jour de la clôture de ces assises au centre catholique Nganda à Kinshasa, la capitale, quelques recommandations ont été formulées par les participants qui tiennent mordicus que la SONAS maintienne le cap lorsque l'ouverture du marché des assurances deviendra une réalité en République démocratique du Congo. On souhaitait que les documents d'assurance de toutes les branches, c'est-à-dire les promotions d'assurance, les conditions générales, les conditions particulières, les clauses, soient mises à jour, reproduites et diffusées dans les agences. Ils ont également souhaité que les lois particulières sur les branches d'assurance soient revues et que les propositions d'amendement soient notées et proposées à la hiérarchie compétente. Les participants ont également souhaité qu'un groupe de cadres et agents de la SONAS SARL soit rapidement formé sur les assurances agricoles et sur à vos collaborateurs restés dans les agences. En application de l'adage selon lequel à celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé, la direction générale attend de chacun de vous une production de plus en plus efficiente et une contribution de plus en plus croissante aux dépenses du siège dont la majeure partie est constituée du salaire du personnel. Il convient de vous rappeler que le résultat attendu ne peut être obtenu que si chacun de vous bannit les antivaleurs et s'efforce à maintenir la paix sociale dans son entité. La direction générale s'engage à soutenir vos efforts louables dans la production. Ainsi, faudra-t-il noter que pour les marginaux qui persisteront dans les actions rétrogrades, comme le non-reversement de la TVA, de l'IPR, de la cotisation INSS et INPP, la non-transmission au siège des documents comptables et le non-reversement de la quote-part due au siège, des sanctions appropriées seront prises à leur endroit.
les directions de région, de l'audit et des services généraux sont tenus à y veiller. Ce séminaire de remise à niveau a réuni des cadres de la SONAS de toutes les provinces. Les sentiments, ce sont les sentiments de satisfaction parce que nous avons eu à acquérir d'autres connaissances que nous n'avions pas auparavant et nous allons mettre en service de notre société afin d'améliorer notre chiffre d'affaires, de notre performance. Simplement, je dis que c'est ce que nous connaissons, nous avons ajouté un plus pour nous permettre d'améliorer notre façon de travailler. Puis s'en est suivi les contrats de performance et la remise de brevets aux participants. Voilà, le journal est terminé. Nous vous remercions de l'attention que vous nous avez accordée. Ce soir, nous saluons particulièrement tous nos téléspectateurs qui nous suivent à Butembo, au Nord Kivu, sur le 142 canal 7. Bonsoir et bonne compagnie avec le programme de Antenne A, la chaîne référence. Merci.